Hey! So, commençons. On va réviser les forces de dispersion de London. On en a parlé un petit peu dans les cours. On va fermer les portes. On va regarder ça un petit peu. On va regarder aux liaisons hydrogènes. Après ça, je vais vous donner un peu de lecture. Et puis après ça, on va aller regarder la façon que les molécules s'attachent pour faire des plus grandes structures autres que des molécules simples. Okay. Mais on va commencer avec les forces de dispersion de London. So, essayer d'expliquer ça, c'est pas aussi évident. On a vu des forces de dipôle, ions dipôle. On a vu des forces, c'était quoi l'autre? Ions dipôle, intermoléculaire, induite, c'est ça. Et maintenant, on va regarder force de dispersion de London. Alors, encore une fois, c'est une question de polarité. Alors, on a des molécules, ou plutôt des atomes, où bien sûr la distribution des électrons alentour du noyau est inégale. Ces électrons voyagent. Alors, on pourrait dire un peu que les atomes vibrent. Okay. Alors, pendant un certain montant de temps, il va y avoir une polarité. Même si c'est une molécule ou un atome qui est non polaire, il va y avoir une polarité pendant une fraction de seconde. C'est juste pas une polarité permanente. Alors, en principe, qu'est-ce qui arrive, c'est que dans la nature, quand ces atomes vont être proches l'un de l'autre, à un certain point, qu'est-ce qui va arriver? Ça se peut que ces molécules ici vont avoir des charges partielles temporaires qui vont s'aligner avec d'autres charges partielles temporaires dans d'autres atomes. Et puis quand ça va arriver, dans le cas où que ça vibre, puis ça fait en sorte qu'on a une polarité temporaire où que les électrons sont plus sur ce côté-là, puis ce côté-là de chacun des atomes, puis ils s'enlignent, peu un proche de l'autre, puis on a une force d'attraction. Ils s'attirent un petit peu. Les électrons reviennent à leur position initiale, peuvent se relâcher. Alors, c'est des forces d'attraction qui sont temporaires, des forces d'attraction qui ne sont pas persistantes, mais plus qu'il y a tellement d'atomes, puis il y a tellement de vibrations, les probabilités que ces forces-là interagissent entre eux est 100%. C'est pas si. Alors, si j'ai un sou, puis je fais pile ou face, c'est quoi les chances que j'ai pile? Ouais, 51. Si j'ai 2 sous, puis je fais pile ou face, c'est quoi les chances que j'ai au moins une pile? Un quart. Si j'ai 3 sous, 4 sous, 5 sous, cette fraction que j'ai pas de pile diminue. Si j'ai 1000 sous, les chances que j'ai une face, ou une pile plutôt, est presque 100%. Right? Même chose pour les atomes. Les chances qu'il y ait comme 0 force de dispersion de London entre les différents atomes est presque 0. Okay? Il y a tellement de vibrations, il y a tellement de mouvements qu'il y a ces interactions-là qui se déroulent entre eux en tout temps. Alors, ça, c'est un petit peu l'idée derrière les forces de dispersion de London. L'autre facteur qui affecte les forces de dispersion de London aussi, c'est la grandeur des différentes molécules. Quand on a une grosse puis une petite, ben, il va y avoir des forces polaires, des forces partielles qui sont plus grandes dans certaines molécules que dans d'autres. Alors, ça vient tout jouer une influence. Alors, c'est une question d'un peu de chance de probabilité. Ça, c'est un peu les forces de dispersion de London. Vous pouvez lire au sujet de ça dans le manuel. Ça, c'est à la page 192. Okay, ça va vous donner plus de détails. Il faut juste être au courant un peu que ça existe, puis que c'est une force très faible. C'est un lien hyper faible. On a des liaisons hydrogènes. La liaison hydrogène est spéciale parce qu'on travaille avec l'hydrogène. Pourquoi est-ce que l'hydrogène est spécial? Pourquoi est-ce que l'hydrogène serait spécial? Parce qu'il n'y a pas de neutrons. Ça, c'est une chose. Il n'y a pas de neutrons. L'autre chose aussi, c'est que c'est le seul atome qui a deux électrons possibles dans sa couche de valence.
C'est le seul qui ne respecte pas la règle de l'octet avec ces deux-là. Alors, c'est un atome qui a juste un électron, un proton. Donc, il est facilement influençable parce qu'il est tellement petit. Tous les autres atomes sont comme au moins 4 fois plus grands que lui. Si on prend le prochain l'hélium, tu as 4 protons puis tu as 2 électrons. 2 protons, 2 neutrons, ça fait que tu as 4 morceaux dans ton noyau. Puis tu as 2 électrons, ça fait que tu as encore beaucoup plus de masse. Alors, l'hydrogène est facilement influençable. Alors, l'hydrogène, lui, quand il vient en contact avec des grosses molécules qui sont plus électronégatives que lui, on va faire ce qu'on appelle une liaison hydrogène. Alors, des exemples de liaisons hydrogène, puis on les met dans le manuel. Les 3 plus communs, ça serait liaison hydrogène-oxygène, une liaison hydrogène-fluor, je pense, et hydrogène-azote. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ces liaisons hydrogène? C'est que l'oxygène est tellement plus grand que l'hydrogène, c'est qu'ici, on a quoi? On a un partage de quoi? On a un partage d'électrons, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'oxygène ici, puisqu'il est tellement plus grand que l'hydrogène, ça va créer un peu comme une question de polarité. Les électrons vont être attirés tellement plus vers l'hydrogène qu'on va avoir un côté positif ici. Alors, cet hydrogène va avoir tendance à se coller à d'autres molécules, puis ça va créer une polarité. Mais c'est une polarité spéciale qu'on appelle liaison hydrogène parce que ça a une force très différente comparée à la polarité, parce qu'on travaille avec l'hydrogène, puis l'hydrogène est très unique, en raison de sa configuration électronique qui est unique. Okay. Vous allez pouvoir plus d'informations sur les liaisons hydrogène, si vous voulez, en allant à la page 193, qui est juste la prochaine page, qui explique un petit peu les liaisons hydrogène et puis comment ça affecte les molécules. Peut-être la seule chose que vous avez vraiment besoin de mémoriser par rapport aux liaisons hydrogène, c'est que ça, c'est la liaison qui attache les 2 brins de l'ADN ensemble, les 2 côtés de l'ADN. Alors, si on a un brin d'ADN, okay, quelque chose de même, la liaison qui attache les 2 brins d'ADN, ça c'est du G, puis du C, puis du T, puis du A, puis du G, puis du C, puis du A. Okay. Tous ces liens ici, les 2 côtés d'ADN, c'est des liaisons hydrogène. Puis la raison pour laquelle c'est vraiment pratique pour le corps, c'est que c'est une liaison assez forte pour garder les 2 côtés de l'ADN ensemble, mais assez faible qu'on peut la défaire à l'intérieur de la molécule pour copier l'ADN dans le corps. Monsieur, ça veut dire, c'est-il la même chose avec l'ARN? L'ARN, c'est seulement un côté. Mais oui, il y a des forces hydrogène quand ça fait la réplication. Okay. Juste pour vous donner une idée, ça dit dans le manuel, je vais vous l'écrire ici. Une liaison hydrogène a à peu près 5% de la force d'une liaison covalente. Ou une force d'une liaison hydrogène. Alors, c'est très petit. Mais ça explique plusieurs propriétés dans le tableau périodique. Alors, cela étant dit, puis tout ce qu'on a appris auparavant, j'aimerais tirer votre attention à la page 195 de votre manuel. Puis ça, c'est le tableau ici qui résume les différentes liaisons. Ce tableau-là est important parce que ça se peut qu'on va vous poser des questions sur certaines propriétés de certaines liaisons dans des molécules à l'examen du ministère, puis aussi dans mon examen, en fait. Alors, si on regarde, okay, nos liaisons sont divisées en 2 différentes catégories. Tu as des liaisons intramoléculaires ici, puis des liaisons intermoléculaires. On a révisé plutôt ces liaisons ici. Ceux-là, on les connaissait déjà, ioniques, covalentes et
métalliques. J'aimerais porter votre attention, par contre, à l'énergie dans ces liaisons-là. Okay. Je donne des exemples. Okay. On donne la nature de l'attraction. C'est un peu une explication en quelques mots. On a les diagrammes, on a les noms. Alors, regardons l'énergie ici. Alors, si on regarde, les liaisons les plus fortes, c'est les liaisons intramoléculaires. Okay? Donc, les liaisons à l'intérieur de la molécule. Ça, c'est normal. Si tu as deux molécules qui se séparent, tu ne veux pas que la molécule se brise. Ça fait du sens que c'est plus fort. Si on regarde ces liaisons-là, quelle est la liaison qui a le potentiel d'être la plus forte? Ionique. Les liaisons ioniques, en général, sont les plus fortes liaisons dans le monde. Okay. Ensuite, on a les liaisons covalentes, qui sont très fortes, puis on a les liaisons métalliques, qui peuvent être fortes. Mais comme tu peux voir, tu as des différentes gammes de force. Tu peux être de 150 à 1100 kilojoules par mol. Alors, ça dépend vraiment de la molécule en tant que telle. Mais en général, c'est comme ça qu'on les classifie. Ionique, covalent, métallique, en termes de force. Mais si on regarde aux autres forces intermoléculaires, on les a placées encore en ordre de force. Quel est le plus grand jusqu'au plus faible? Alors, cet ordre est peut-être quelque chose que vous allez vouloir mémoriser. Quelle est la liaison intermoléculaire la plus forte jusqu'à la plus faible? La première, ion dipôle. Ça fait du sens. Un ion a une charge complète, puis l'autre molécule polaire a une charge partielle. Ça, c'est une force très forte. Dans l'autre cas, tu as la liaison hydrogène, qui est vraiment une liaison dipôle, mais spécifique à l'hydrogène. Elle est plus forte que normale. Okay. Dipôle-dipôle, alors des liaisons entre deux molécules polaires. Ça, c'est la troisième plus grande. Ensuite, dipolaire induite par un ion. Alors, c'est quelque chose qui est non polaire, puis tu apportes quelque chose à un ion, puis là, tu as quelque chose de non polaire qui devient polaire de façon temporaire. Ça, c'est plus faible. Dipolaire induite par un dipôle. Dipôle, c'est bien moins fort qu'un ion. Alors, un dipôle qui induit une polarité dans une molécule non polaire, c'est rare, c'est faible. Puis, bien sûr, les plus faibles, deux molécules non polaires, mais en raison temporaire de leur vibration, vont exercer une petite force, les forces de dispersion de London. Okay. C'est comme ça qu'on les catégorise. C'est une bonne chose, comme je vous ai dit, de savoir l'ordre de quel est le plus fort, quel est le plus faible. Okay. Et si on y pense logiquement, on peut les classifier un peu de façon logique, en raison de nos connaissances de l'interaction entre les atomes. Alors, on va tourner la page, je vais vous montrer les différents solides intéressants ici. Alors, on va regarder les différents solides pour tout de suite. Et après ça, après qu'on fait ça, on a presque fini les chapitres. On va arrêter, on va regarder juste les solides. Après ça, je vais peut-être vous donner une activité à faire. On va voir. On va juste faire les solides ensemble. Alors, si vous tournez la page, puis vous allez à environ la page 196, 197, on parle des liaisons, puis comment est-ce que les liaisons viennent à donner les propriétés des différents solides que l'on connaît. Alors, on connaît des solides, okay, des cristaux, toutes sortes de choses comme ça. Mais sur les solides vont s'assembler selon plusieurs facteurs, selon les liaisons. Okay? Alors, si on regarde les différents solides, il y a des solides cristallins et des solides amorphes. Okay? Un solide cristallin et un solide amorphe.
un solide amorphe et un solide cristallin, la façon qu'on distingue les deux, okay, c'est comme ci. Dans un solide cristallin, les molécules, quand ils vont commencer à s'assembler, alors ça, on était pour prendre un cristal de sel. L'eau va évaporer. Tu as de l'eau salée, l'eau commence à évaporer. Qu'est-ce qu'il y a? L'eau évapore, les molécules de sel vont commencer à se coller les uns les autres. Puis ils vont former un réseau cristallin. Si jamais vous avez vu le réseau cristallin, le solide cristallin le plus solide, un des plus solides, je ne devrais pas dire le plus solide, mais un des plus solides qu'on connaît, bien sûr, c'est lequel? Le diamant. Okay. Si on regarde le diamant, ben, puis le diamant, ou le carbone plutôt, est une structure très particulière qu'on va regarder. Mais ce qu'on va remarquer dans ce solide cristallin, c'est qu'on a une régularité dans leur structure. On dit une structure régulière. Okay. Une structure régulière et uniforme. Et puis je parle relativement uniforme. Ce n'est pas parfait partout, mais c'est très, très uniforme. Puis si on regarde une structure amorphe, on a une structure irrégulière. Alors, c'est une structure désordonnée. Un solide amorphe. Est-ce que je connais un solide amorphe? Je ne sais pas si je peux t'en dire un dans ma tête. Tu as des exemples là-dedans? Oh, le verre est un exemple. OK? So, on pourrait dire le diamant et le verre. Et on ne va pas mettre le diamant, ça c'est une situation particulière, mais on peut mettre le grenat. Et le grenat est le cristal à la base du granit. C'est très fort. Le verre, par contre, qu'est-ce qu'il est amorphe? Casse facilement. Pourquoi? Et si on était pour regarder très, très, très proche, avec un microscope incroyable, qui n'existe pas vraiment, okay? Ce qu'on remarquerait dans le grenat, c'est une structure régulière, quelque chose qui serait comme ça. Disons quelque chose comme, imagine ça, c'est des atomes. Okay? On remarque une structure qui continue de façon régulière, à, ben, pas l'infini, mais pour toujours. Puis cette structure qui est symétrique, régulière, qui est uniforme, crée beaucoup, beaucoup de force. C'est vraiment dur. Tandis que le verre, quand il se construit, savez-vous comment on fait du verre? On prend de la silice, pas juste du sable. Tu ne peux pas juste aller dans le sable, puis mettre du sable dans du feu, puis ça va faire de la vitre. Mais tu vas prendre le minéral de silice. Puis qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on le chauffe. Quand on le chauffe, qu'est-ce qui arrive aux molécules? Ils bougent vite. Okay? On met l'énergie, ils bougent, ils vibrent. Puis là, on fait un verre, on fait un bol ou un whatever, fait qu'on souffle le verre. Puis qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de changer sa forme. Avec les molécules bougent, changent de forme constamment. On est toujours en train de modifier leur forme. Puis en faisant ça, qu'est-ce qui arrive? C'est que le verre n'a jamais le temps de construire un cristal. Alors, la forme qu'elle a quand ça refroidit, c'est la forme qu'elle va rester. Okay? Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a comme dans le verre, on va avoir, je ne sais pas, des liaisons qui vont être comme irrégulières. Des fois, tu vas en avoir une bonne ici, mais ça va juste continuer. C'est irrégulière, c'est pas parfait. Maintenant, on peut encore voir à travers, c'est pas un problème. Mais ça fait que c'est très fragile parce qu'on peut mettre beaucoup de stress sur certaines liaisons et beaucoup moins de stress sur d'autres liaisons. Maintenant, en équipe,
toutes ces faiblesses vont faire en sorte que le verre est relativement solide et dur. Mais aussitôt que tu mets un peu trop de choc, un peu trop d'énergie, le verre va péter. C'est pour ça que quand les personnes qui font de l'opéra, ils chantent en mettant un verre, il va péter ou quelque chose de fréquence. Ouais, essayer de péter un verre en cristal. Bonne chance. Mais du verre normal. Mais là, tu vas être capable. Le verre en cristaux, tu peux les péter aussi. Mais essayer de faire péter un verre en fer en granit. Ou un verre en, tu sais, bonne chance. Et alors, c'est une structure régulière, un peu en désordre, on pourrait dire. Puis ça a des caractéristiques physiques importantes. Alors, disons qu'on veut faire quelque chose qui est vraiment dur et solide, on veut ça. Tandis que le solide amorphe a ses propres avantages. On peut le réchauffer, changer sa forme, et ainsi de suite. Le caoutchouc est aussi un solide amorphe. Puis ça, c'est bon. On veut que le caoutchouc reste solide parce qu'on ne veut pas notre pneu sur notre voiture juste. Il part partout. Mais on veut qu'il soit irrégulier parce qu'on veut la souplesse. On veut que ça soit, tu sais, rubbery, comme ils disent. Okay. Ben, c'est une structure de caoutchouc. Alors, ça c'est les liaisons, différentes liaisons de structure. Puis ça c'est intéressant, mais on va regarder maintenant plus spécifiquement dans les solides cristallins. Les solides cristallins peuvent s'assembler de plusieurs différentes façons. Solide amorphe, ben, c'est peut-être une question d'irrégularité. Ça fait que s'il n'y a pas d'irrégularité, on peut pas les classifier. C'est-à-dire ça c'est plus irrégulier que l'autre. Irrégulier, c'est irrégulier. Par contre, ici, les solides cristallins, on peut le regarder, puis regarder comment on peut le séparer en trois différentes grandes catégories. Okay? Des solides atomiques, des solides moléculaires, puis des solides covalents à réseau. Okay. Solides atomiques, solides moléculaires, et des solides covalents à réseau. On va regarder à celui-là plus tard. OK. Donc, le premier, les solides atomiques. Le premier, les solides atomiques, c'est des solides où les atomes en tant que tels, okay, sont reliés avec des liens entre eux qui sont uniquement des forces de dispersion. Donc, c'est ce qu'on appelle des forces de dispersion de London. Souvent, on va voir ça dans les gaz rares. Les gaz rares sont neutres, non polaires, ils agissent avec presque rien. Ils se tiennent ensemble, par contre, en raison des forces de dispersion. Maintenant, pour que ces gaz rares, que cette force-là devienne maintenant une liaison super dure, solide, pour que ça devienne à l'état solide, on a besoin d'enlever beaucoup d'énergie. Alors, le point de fusion de ça, c'est comme moins 200 quelques degrés Celsius. C'est très bas. Parce que ces atomes-là ne veulent rien faire. Alors, tu as besoin de retirer tellement d'énergie pour les encourager à se coller ensemble et devenir solides.
et ça, c'est pourquoi, si jamais vous êtes intéressé un peu dans l'exploration spatiale, une des choses des gaz qu'on va utiliser, ben, c'est pas un gaz rare dans ce temps-là, on va utiliser de l'hélium liquide. Puis ça, on appelle ça en anglais, on appelle ça du supercritical helium. Supercritical dans le sens que c'est l'hélium liquide. C'est passé sa masse critique. Puis quand c'est critique comme ça, quand c'est liquide, ça prend beaucoup moins d'espace. Puis on va utiliser ça pour pressuriser toutes sortes de systèmes dans les vaisseaux spatials. Et pourquoi est-ce qu'on utiliserait de l'hélium dans un vaisseau spatial comme gaz pour faire de la pression? C'est le gaz noble le plus léger. C'est le plus léger, il peut être super dense et il est super sécuritaire. Tu ne vas pas accidentellement allumer de l'hélium en feu, puis le vaisseau. L'hélium, ça ne veut pas brûler, donc ça a une propriété qui est très très sécuritaire, qui est fantastique. Ensuite, on a des solides moléculaires. Okay. C'est des solides qui sont similaires à des molécules atomiques, sauf au lieu des atomes qui se collent un à l'autre, c'est des molécules. So, je vais faire des plus grands morceaux. Okay. Alors, c'est des molécules qui s'accrochent ensemble. C'est aussi des forces de dispersion. Okay. Qui retient ces solides moléculaires ensemble. Mais leur point de fusion n'est pas aussi bas que les solides atomiques. Mais encore pas mal bas. Donc un exemple de ça, pour un solide moléculaire, encore une fois, c'est très rare. Mais ce sera le CH4. Okay. Le gaz naturel. Okay. Dans le gaz naturel, normalement, si je rouvre ça, est-ce que ça sort liquide ou gazeux? Ça sort en forme de gaz. Okay. Peux-tu l'ouvrir? Oui, tu peux l'ouvrir, ils sont tous désactivés. Okay. Mais c'est du gaz qui sort, mais si tu veux transporter du méthane des longues distances, tu vas le transporter sous forme de liquide, c'est beaucoup plus dense. Ça peut aller bien, bien plus loin, t'emportes plus. Alors, si jamais vous avez une voiture à gaz naturel, qui fonctionne sur gaz naturel, tu vas avoir un réservoir de gaz naturel liquide. Le gaz naturel liquide, heureusement, faut que tu le gardes relativement froid pour qu'il reste gazeux, liquide, mais beaucoup moins froid. Tu n'as pas besoin d'aller comme moins 200 degrés Celsius. Juste pour vous donner une idée d'un autre qui est commun, le propane. Le propane va rester liquide à pression, puis 8,4 degrés. Une fois que c'est plus chaud que ça se transforme en gaz immédiatement. Donc, le point de fusion est différent, beaucoup moins élevé. So, ça, c'est des gaz, ça fait des molécules de CH4 se tiennent ensemble en raison des forces de dispersion de London, encore une fois. Ensuite, on a les solides covalents à réseau. Ça, c'est des où que les atomes se lient, c'est des liaisons covalentes entre les différents objets dans la solide. Donc, je vais vous montrer l'exemple de solide covalent. Alors, on a par exemple un morceau. Ça, c'est des liaisons covalentes. Okay. Ça, c'est un O. Okay. Et puis ça, c'est super stable, très stable.
passent à travers ici, ils disent, au contraire des liaisons covalentes intramoléculaires tenant les atomes ensemble dans une molécule discrète, il est possible que les atomes de se lier de façon covalente dans des réseaux continus en 2 ou 3 dimensions en place des solides covalents à réseau. On peut trouver une vaste gamme de propriétés parmi les solides covalents à réseau. Je te donne des exemples. Okay. Puis l'exemple classique de solide covalent à réseau, c'est le diamant. Okay. Puis je vais vous montrer comment ça fonctionne, le diamant. Okay. Alors le diamant, pas le diamant, oui, mais le carbone. On va le regarder au carbone. Le carbone est intéressant. Pourquoi il est intéressant? Sa structure moléculaire. Son diagramme de Lewis ressemble à quelque chose comme ceci. Vous l'avez fait probablement 1000 fois, le diagramme de Lewis du carbone. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que le carbone, puisqu'il fait 4 liaisons, le carbone peut s'assembler de plusieurs différentes façons. Okay? Alors, normalement, le carbone peut se lier 4 fois. Alors, il peut se lier avec d'autres carbones dans un réseau presque infini de carbone. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que le carbone respecte la règle de l'octet partout. Alors, on a un peu comme une structure de carbone infinie. Je pourrais aller dans toutes les directions. Ça, c'est vraiment cool. Le problème ici, c'est j'essaie de représenter quelque chose en 3 dimensions sur un papier de 2 dimensions. Okay. Alors, le carbone peut faire jusqu'à 4 liaisons, mais il peut en faire moins aussi. N'est-ce pas? Il peut faire juste 2 liaisons, une liaison double et une liaison simple. N'importe quelle combinaison. Il est très flexible. Alors, si vous regardez dans votre manuel, on vous présente 3 ou 4 structures différentes de carbone. Je ne veux pas prétendre être capable de dessiner ça sur un tableau. Okay? Mais je veux juste que vous regardiez ici à la page 197. On vous montre 4 différents exemples de façons qu'on peut agencer les carbones pour créer différentes structures. La première façon, vous allez voir, on a un solide à réseau de base de carbone, c'est un solide cristallin, okay, covalent à réseau. Dans le premier cas, le cas A, ce qu'on remarque, il y a comme des couches de carbone qui ont été solidifiées, cristallisées ensemble, un par-dessus l'autre. Okay? Ça, c'est du carbone. À côté, le carbone a été assemblé dans une structure en 3 dimensions, dans toutes les directions. À côté, on a le buckyball, okay? Le ballon de soccer, où on a assemblé les carbones pour faire un sphère. Et en bas, on a un assemblage de carbone en tube. Je vais vous parler un peu de chacun. A, quand on a le carbone un peu comme en lisière de carbone, un par-dessus l'autre, c'est inorganisé, pas aussi bien organisé, je ne devrais pas dire inorganisé, c'est pas organisé comme du monde, je pense même pas que c'est un mot. Cette structure est fantastique parce que ça, c'est la structure du carbone graphité dans un crayon. Alors, quand tu écris, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu as des lisières de carbone qui se détachent puis qui restent collées sur le papier. Alors, tu enlèves juste un morceau de carbone à la fois. Alors, c'est une structure où le carbone reste ensemble en motons, mais des motons de carbone qui peuvent se défaire facilement. Dans l'autre, à côté, B, c'est une structure en 3 dimensions. Alors, imagine que j'avais quelque chose comme ça ici. Monsieur, Oui? ça veut dire la gomme, ça fait quoi? Ça enlève? Ça enlève le carbone. Tu forces le carbone à se détacher du papier. Et puis quand tu fais ça, ça devient tout blanc encore. Ça veut dire le carbone est là, mais... Sur tes mains. Alors, le carbone, bien sûr, peut faire 4 liaisons. Donc, sa forme est quoi si elle est en 3 dimensions? Tétrahydrique, n'est-ce pas? Alors, imagine que j'ai une molécule tétrahydrique. Je pourrais continuer à bâtir, puis ça ferait cette structure qu'on voit ici en B, si j'ajouterais plus de carbone. Et puis ça serait la structure du diamant, parce que c'est très dur en 3 dimensions. C'est une structure extrêmement résistante, okay? Surtout structurelle. Maintenant, tu ne vas jamais avoir C dans la nature. Tu ne vas jamais te pencher et regarder, regarde, j'ai trouvé une boule de carbone parfaitement sphérique. Non, OK?
Ça, c'est une structure de Buckminster. Okay? C'est 60 boules de carbone qui ont été assemblées pour faire un peu comme un ballon de soccer. Tu peux voir, il y a des hexagones et des pentagones. Ça, c'est une structure qui a été inventée en laboratoire, okay? Parce qu'on peut manipuler le carbone pour faire des choses comme ça. Puis ça pourrait être super utile pour délivrer des molécules à l'intérieur. C'est comme un récipient de molécules. Alors, tu peux t'imaginer, disons qu'on met un médicament dans une boule de Buckminster, on peut ensuite le manger dans le corps, puis ça peut aller dans des endroits petits. C'est un peu comme un récipient de... Tu pourrais mettre des choses dedans. Intéressant. Et D, c'est un tube de Fullerene, qui est aussi créé par Buckminster Fuller, mais ça, c'est un nanotube de carbone. Vous avez sûrement déjà entendu parler des nanotubes de carbone, puis ça fait comme 20 ans qu'ils disent ça va être dans le futur, des nanotubes de carbone. Puis ça commence à venir sur le marché. Maintenant, les nanotubes de carbone sont fantastiques parce que c'est des petits tubes faits entièrement en carbone. Puis le carbone, c'est très abondant, on peut en chercher partout. Et en raison de leur structure parfaite, on peut faire des tubes vraiment longs, vraiment petits. Et avec ça, on espère être capable de faire toutes sortes de choses dans le monde de la médecine. On pourrait faire des mini-piqûres presque invisibles pour transmettre des médicaments à un endroit. On pourrait potentiellement aussi, on pense qu'avec les nanotubes de carbone comme ça, les faire assez petits pour qu'ils transmettent juste des électrons. Fait que là, on aurait comme un fil électrique où que les électrons ne sont pas prêts à sauter d'un atome à l'autre, mais plutôt directement dans le vide, qui ferait en sorte que tu aurais des fils vraiment, vraiment longs avec zéro résistance, qui est fantastique, on pourrait économiser tellement d'énergie, et tout ça avec ça. So, on pourrait aussi fabriquer des matériaux hyper résistants. Fait qu'imagine, en tissant des tubes de carbone, on pourrait créer de la corde vraiment forte. Comme dans Futurama, The Unbreakable Diamond Tether. Ce serait des nanotubes de carbone. So, le carbone est vraiment cool parce qu'on peut le manipuler comme on veut. Puis en raison de sa structure de 4 liaisons, on peut l'assembler avec presque n'importe quoi pour faire n'importe quelle structure. Okay. Puis bien sûr, un autre exemple de ça, c'est l'atome qui viendrait en dessous dans le tableau périodique. C'est lequel qui vient? Le silicium. Savez-vous où on retrouve le silicium? Non? Tout le monde aime bien leurs gadgets? Ordinateur, téléphone, montre, calculatrice. Toutes nos puces électroniques faites dans nos machines sont en base de silicium. On manipule le silicium, okay, pour créer une version cristallisée de silicium qu'on appelle le silicon, qu'on utilise pour faire des puces. Puis on peut faire tous les chips, tout ça c'est fait à base de silice. Alors, ça vous donne un peu une idée derrière ça. On va regarder différents types de cristaux au prochain cours. Mais je pense que ça, c'est assez pour aujourd'hui. Je vais vous laisser faire de la lecture. Donc, je vais vous donner un peu de lecture à faire. OK? Alors, j'aimerais vous réviser les différentes forces. OK? Alors, j'aimerais ça. Mais ça, vous n'avez pas besoin de lire tout de façon super approfondie, mais réviser de 190 jusqu'à où est-ce qu'on va commencer à la prochaine période? 198. Si tu veux lire la page 200, tu peux commencer. On va arrêter là pour aujourd'hui. Puis, prochain cours, on va regarder d'autres exemples de cristaux, de formation. Puis, on verra ça.